aujourd'hui dans notre 101% réel, notre candidat s'appelle Davy. Nous allons voir la critique de Tom Clancy's Hawks, mon souvenir auto avec la belle Caroline et bien sûr les news de Peter Alexander. Mais tout de suite, connexion avec Davy, notre candidat du jour qui est en direct dans notre boîte blanche. Valkyria Chronicle, le RPG de Sega qui allie avec brio des éléments issus de tactical traditionnels et des phases d'action en temps réel, va se voir doté de contenu additionnel. Le pack contiendra un mode Hard X qui proposera un challenge très élevé, ainsi que 2 nouvelles missions. La première, nommée Entrer dans le détachement d'Eddie, demandera aux joueurs de protéger un village assailli par l'ennemi. La seconde mission se déroule, elle, juste après l'histoire principale. Le joueur y incarnera Johan, un jeune ingénieur faisant partie de l'armée de Selvaria. L'occasion sera donc donnée aux joueurs de vivre la guerre du côté des lignes ennemies. Ce contenu téléchargeable sera disponible au printemps prochain sans plus de précision. Si le premier Rhythm Tengoku sur GBA n'est jamais sorti en Europe, Nintendo annonce en revanche que sa suite, Rhythm Tengoku Gold, arrivera bien chez nous. Il faudra patienter jusqu'au 30 avril pour découvrir ce jeu, rebaptisé pour l'occasion Rhythm Paradise. Cette version DS reprend bien évidemment dans les grandes lignes le concept de son aîné sur GBA, en y ajoutant un bon paquet de mini-jeux utilisant notamment le stylet. Il faudra alors tapoter, gratter, tirer des traits, bref, tenter de suivre le rythme imposé par les musiques en effectuant diverses actions. L'univers délirant de la série sera bien entendu toujours présent, avec toujours autant de personnages et d'animaux délirants au design très farfelu. Guitar Hero et Rock Band continuent de se livrer une farouche bataille pour obtenir le titre du jeu de rythme le plus rentable de l'histoire. Les développeurs des deux franchises s'efforcent donc, même quelques mois après la sortie de leur titre, de proposer des add-ons à chaque fois couronnés de succès au niveau des ventes. Alors que l'on attend un Rock Band dédié aux Beatles, c'est Guitar Hero qui sera le prochain jeu à disposer d'un épisode spécial entièrement consacré au groupe Metallica. Proposé sur toutes les consoles ayant accueilli le jeu original, c'est-à-dire PS2, PS3, Xbox 360 et Wii, ce standalone proposera près de 50 chansons dont 28 signées par Metallica. Le reste proviendra du répertoire de groupes plus ou moins prestigieux comme Thin Lizzy, Judas Priest, Slayer ou encore Motorhead. Pour le gameplay, aucun changement majeur n'est annoncé, et on conservera donc a priori les défauts et qualités de Guitar Hero World Tour. Voici le dernier trailer de Dark Void, le prochain jeu d'action à la 3e personne de Capcom. Davy, tu dois aller au confessionnal. Alors Davy, comment se passe ton séjour dans la boîte blanche? Pourquoi il y a un confessionnal alors que je suis tout seul dans la boîte blanche? C'est pour ne pas que tu t'entendes parler. Enfin, vous me l'auriez dit, j'aurais parlé en me bouchant les oreilles, hein. C'était pas la peine de me faire venir.
Eh ben, tout de suite, on regarde la critique de Tom Clancy's Hawks. Après avoir longtemps fait jouer la licence Tom Clancy dans la cour action simulation militaire via les séries Ghost Recon Advanced Warfighter et Rainbow Six Vegas, avec un petit virage action infiltration par le biais des Splinter Cell, Ubisoft a décidé depuis peu d'élargir son champ d'action. La licence Clancy s'est ainsi attaquée à de nouveaux territoires. Celui du RTS avec N-War et enfin celui de la simulation de vol avec Hawks. On pense ce que l'on veut de la licence du vieil écrivain américain et de ses conflits techno-militaro-administratifs, mais force est de constater que les jeux développés par les différents studios internes à Ubi ont pour la plupart marqué leur genre respectif. Ce qui est loin d'être le cas des adaptations ciné, à l'exception bien sûr du somptueux À la poursuite d'Octobre Rouge, réalisé par John McTiernan. La licence Splinter a certes perdu des plumes depuis Chaos Theory, mais Rainbow Six Vegas 2 et le très spectaculaire Ghost Recon Advanced Warfighter 2 restent des références incontestables dans leur genre respectif. N-War, lui, a su innover dans le genre stratégie temps réel, en proposant l'utilisation du casque pour contrôler à la voix ses unités. On attendait donc Hawks avec une certaine impatience, le jeu ayant de plus fait montre de son potentiel lors de divers événements nous ayant permis de l'essayer. Ce titre développé à Bucarest s'inscrit également dans le cadre d'une nouvelle politique d'Ubisoft, visant à lier scénaristiquement ces différentes séries estampillées Tom Clancy. Je vous détecte sur mon radar à la frontière mexicaine, vecteur... Dans Hawks, le joueur est David Crenshaw, un pilote de l'unité Hawks, les initiales de High Altitude Warfare, le X correspondant à expérimental. Composé de pilotes vétérans, cette unité est dissoute au début de la campagne du jeu. La dernière mission des Hawks et première mission du jeu sera d'ailleurs située au Mexique en 2014, dans la ville de Juarez, où le joueur sera amené à tirer d'affaire une équipe de Ghost. Et pas n'importe quelle équipe, puisqu'il s'agit de celle dirigée par Scott Mitchell, et donc le joueur au tout début de Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Anecdotique car esselé, ce type de lien pourrait être développé dans les prochains titres Clancy, pour créer de véritables ponts scénaristiques entre eux, et ainsi donner aux joueurs l'occasion de s'illustrer sur tous les fronts, au sol, mais aussi dans les airs, ou encore dans la peau d'un commandant des armées, dans le cadre d'un N-War. Pour en revenir au scénario de Hawks, David Crenshaw et ses hommes ne restent pas longtemps sans emploi après la dissolution de leur unité. Une SMP, société militaire privée, Artemis Global Security, les embauche pour agir dans différents territoires. Le joueur sera ainsi amené à survoler de nombreuses zones géographiques comme le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie centrale, l'Amérique du Sud ou encore les États-Unis. Avec les succès remportés par David et ses hommes, la SMP s'attire les faveurs de l'ONU, de l'OTAN, signe de nouveaux contrats juteux avec différentes entités politiques pour finalement assurer la sécurité d'un pays tout entier, le Brésil. L'évolution du scénario est narrée au sein du jeu par le biais de petites cinématiques briefing où le joueur est congratulé et informé de sa mission par les pontes d'Artemis et parfois de ses clients. Mais très vite, David Crenshaw sera confronté à un gros cas de conscience. Artemis étant une société orientée business, ses intérêts financiers passent avant tout, y compris les intérêts de la toute-puissante Amérique. Alerte de niveau 1. Avec Hawks, on est dans la simulation et non le simulateur de vol pur et dur, façon Flight Simulator ou F-29 Retaliator pour les plus vieux. Ce qui signifie plusieurs choses. Pour commencer, il est inutile de se taper un manuel de jeu façon Ancien Testament. Le cockpit est là pour faire beau, pas besoin de savoir lire un tableau de bord. En début de mission, l'avion est déjà dans les airs, on n'a pas à gérer les phases de décollage ou d'atterrissage. Et surtout, on joue à Hawks comme on jouerait à un FPS ou presque. Les contrôles de l'avion sont accessibles à tous. Les gâchettes gauche-droite servent à freiner et accélérer, les bumpers étant utilisés pour effectuer des mouvements de lacets latéraux. Le stick droit permet de regarder autour de soi et on switch entre les trois vues proposées, extérieur, cockpit, grille graduée, en appuyant dessus. C'est parti! Le stick gauche sert à contrôler l'avion et à lâcher une salve de leurre d'une simple pression. Les 4 boutons à tirer à l'aide des canons, utiliser l'arme principale sélectionnée à l'aide de la croix directionnelle, Unité au sol détruite, leader. enclencher le système de guidage virtuel ERS et loquer les cibles. Enfin, il est également possible de donner 2 ordres basiques à ses alliés à l'aide de la croix directionnelle. Attaquer la cible loquée ou défendre le joueur. Hyper simple. Après 1 ou 2 heures de jeu, une nouvelle fonction est rendue accessible. La possibilité de voler en manuel. Cette feature est le gros point fort du jeu. D'une double pression sur l'une des gâchettes, n'importe laquelle, on désactive toutes les sécurités de l'avion.
Résultat, on passe dans une vue extérieure lointaine où l'avion est tout petit, comme dans un shoot, et on contrôle son appareil librement en jouant avec ses limites et les lois de la physique, toujours à la limite du décrochage. Ce mode manuel est idéal pour éviter les missiles guidés et donne une nouvelle saveur au duel aérien. Le dogfight prend une nouvelle dimension visuelle et permet au joueur non seulement de diriger son appareil comme dans un shoot en apesanteur, mais également de bénéficier d'un point de vue inédit. Séparation impeccable. Alerte. Missile solaire, éjectez vos flares. Reaper, ici Citadel. Intégrité. C'était le dernier des as ennemis. Jusque-là, dans un simulateur de vol, à l'exception peut-être de G-Lock Air Battle sorti en arcade par Sega en 90, lorsque l'on était pris en chasse, on ne voyait pas son adversaire. Ce n'est plus le cas avec le mode manuel de Hawks qui inscrit le joueur dans un nouvel espace de jeu. Et on prend très vite le pli. À la moindre alerte missile, on switch en manuel pour exécuter une manœuvre de folie avant de revenir en sécurité on pour se lancer à la poursuite de l'ennemi. À grande échelle. Comme dans tous les titres Clancy, ça parle tout le temps. Ils ont percé notre périmètre sur la place. Les ordres arrivent sans cesse aux oreilles du joueur, les avertissements de ses alliés fusent non-stop et l'évolution des objectifs d'une mission est narrée en temps réel. On est réellement pris dans le feu de l'action. Par des batteries anti-aériennes. Assisté. Merci pour... Bien joué, chef. Ne vous réjouissez pas trop vite, les gars. Mais Hawks bénéficie également d'un petit côté RPG ultra accrocheur. À chaque fin de mission, le joueur gagne en expérience en fonction des objectifs atteints et des défis réalisés, qu'ils soient scénarisés ou non. Ces points d'expérience permettent de monter en grade et de débloquer de nouveaux avions et de nouvelles armes. Plus de 50 avions et 40 grades sont accessibles. À la fois riche et accessible, Hawks gagne sur tous les tableaux, ou presque. Alerte. Surveillez vos 6 heures, capitaine. Tom Clancy's Hawks s'est vu reprocher une trop grande similitude avec la série S-Combat. Un reproche absolument ridicule. Oui, les deux jeux s'inscrivent dans le même genre et partagent une approche similaire, tout comme une multitude de FPS, une multitude de jeux de course, etc. Il faut croire qu'un défaut devient négligeable si le genre comprend suffisamment de concurrents clones. Hawks vient en effet alimenter un genre diablement pauvre, si l'on accepte la série des S-Combat. Mais il s'en distingue également par son mode manuel, son réalisme visuel issu de l'utilisation très marketing de données satellites GEOI, et surtout par la richesse de ses modes multijoueurs. La campagne de Hawks peut ainsi se jouer entièrement en coop, via le encore trop rare système Jump In, Jump Out, permettant de quitter ou de rejoindre une partie en live sans passer par un lobby. Les joueurs pourront même choisir un mode de difficulté différent en coop. Et en deathmatch, c'est du délire vu la profusion d'armes, d'avions et la qualité du système mis en place qui permet de limiter les écarts entre les joueurs et de dynamiser les parties. Des avions supplémentaires sont même téléchargeables gratuitement dès aujourd'hui. Hawks est donc beau, super jouable, hyper complet, doté d'une durée de vie énorme grâce à sa touche RPG et son multi, alors que lui reprocher ? Eh bien, sa cinématique d'intro minable, illustrant à merveille des séquences cinématiques briefing plutôt ternes, ou encore des missions d'intensité très variables, une campagne non dynamique ou encore le côté déjà vu de l'univers Clancy. Pas grand chose quoi. Hawks est un bon jeu et on l'espère le début d'une grande série. Nos troupes sont en position défensive autour du palais présidentiel. Davy, le public s'ennuie, et moi aussi. Amuse-nous. Ouais, mais enfin, je veux bien vous amuser, mais vous voyez, l'émission, là, il y a un décor blanc, il n'y a rien. Donc je vois pas comment on peut amuser les gens avec rien, quoi. Enfin, je pense que votre émission va pas faire long feu, en fait. Davy, on me dit qu'un invité mystère arrive. Allez donc l'accueillir. Ça va vous faire du bien de voir quelqu'un depuis tout le temps que vous êtes enfermé dans la boîte blanche. Ouais, enfin, ça fait 10 minutes que je suis là, donc je m'en fous un petit peu de voir des gens, mais pourquoi pas, ouais, un invité mystère. Ouais. C'est le caméraman. Je le connais pas. Super. Maintenant, vous devez écrire une chanson pour la cause des enfants qui louchent avec le caméraman pour distraire le public. Après, mon souvenir. Eh ben... Wow, there's so many of them. I mean, I love, when somebody asks me what kind of game I like, I say I like good games but the genres that I play are so diverse. I think one in particular that I'll harken back to a very long time ago, River Raid, Atari 2600. I spent hours and hours and hours and hours and hours playing that game. I loved it. So much so that you could get a score and you could get a patch. If you took a photograph of the screen, you got so many points, and you get a patch. I still have the patch. It sits in my office.
on est toujours dans la boîte blanche. Hé, Davy, vas-y, chante-nous ta chanson. Alors donc, c'est une chanson que nous avons écrite, mon ami... c'est quoi ton nom ? Jonathan. Hector et moi-même. Nous avons écrit cette chanson pour les enfants qui louchent de par le monde. Voilà. 3, 4. Un œil plus un œil, ça fait 2. Et 2 œils. 2 œils, ça fait des yeux. Enfant au regard de traviole, c'est pour tes œils mes paroles. Enfant caméléon, enfant pas symétrique, enfant caméléon, au regard excentrique. Un œil plus un œil, ça fait 2. Et 2 œils, ça fait des yeux. 空でもあなただけを忘れられなかった忘れることなんて二度とはできないよ言えないけど Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir, je vais encore vous parler du générique. Il s'agit ce soir donc de Denda Mao, aussi connue à une époque sous le pseudo de Mao D. Et maintenant, en fait, elle recommence tout à zéro en sortant son premier single chez Universal. Et d'ailleurs, le clip de cette chanson, vous pouvez le regarder de façon tout à fait légale et officielle sur le channel YouTube de Universal Music Japan. Ce soir, nous aurons le plaisir d'assister au retour du My Boom. Il y aura évidemment les pick-up et on commence avec les releases. On commence les releases avec le mini-album de Mono, Hymn to the Immortal Wind. Leur MySpace est à votre disposition si vous voulez mieux les connaître et pourquoi pas aller les voir lors de leur tournée en France. Une grande nouvelle pour tous les fans du groupe Kagra. Leur nouvel album Shoes sortira en Europe le 1er avril et non, ce n'est pas une blague. Il sortira bien chez nous en même temps qu'au Japon et cerise sur le gâteau, nous aurons aussi droit à la version limitée de cet album, donc avec le DVD, sans parler des covers qui sont tout simplement magnifiques. Le 15 avril, c'est le concert du 10e anniversaire de PS Company qui sortira chez CLG Records. Concert mémorable dans lequel vous pourrez voir entre autres Kagra, Miyavi, Alice Nine, The Gazette et Screw. Une fois de plus, on a encore le choix entre l'édition simple et l'édition limitée. Cette fois-ci, on passe à une release Ganshin avec le nouvel album de Mary, qui sortira le 17 avril en Allemagne, Underworld. Cet album contiendra 2 pistes bonus. Pour finir les releases, Dirangray quitte Ganshin pour aller s'installer chez Okami Records, mais comme en fait Okami Records est la branche rock de chez Ganshin, ils ne bougent pas tellement. Leur première sortie sous ce nouveau label est leur DVD live The Raw Streams Again. Ce sera pour le 1er mai en Allemagne. On commence les pick-up, qui sont donc des singles piochés parmi les sorties de cette semaine, avec un groupe rock que vous devez absolument connaître. Elephanto Kashimashi. Je ne pourrais pas vous faire toute leur bio en quelques secondes, mais je peux quand même vous dire que c'est un groupe qui a été créé en 1981 et qui a beaucoup changé de label au cours de sa carrière. Actuellement, ils sont chez Universal et Kizuna est leur 5e single sous ce label. Le tie-up, c'est que Kizuna est la chanson thème du film Aibo Kanshiki Mamoru Yonezawa no Jikembo, qui se rallonge, qui en fait à la base donc, est un drama à succès qui a connu plusieurs séries et donc ici une adaptation en film. Mais l'excellente nouvelle, comme vous avez pu vous en rendre compte en début d'émission, en fait, c'est que Universal Music Japan a un channel sur YouTube et que donc ce clip aussi, vous pouvez le regarder sur YouTube de façon tout à fait légale. C'est trop bien et Kitsuna est trop cute. Pick-up, on va passer à un petit groupe d'idoles frais et mimi, mais attention, ce ne sont pas des membres du HP, celles-ci appartiennent au AKB48, composé donc de 48 filles, et parmi elles, ils en ont choisi 3 pour créer le sous-groupe No Sleeve, dont l'écriture est assez marrante puisque c'est No, un 3 et un B, No Sleeve.
Leur premier single est sorti en novembre et servait de thème au drama dans lequel les 3 demoiselles avaient le rôle principal. Mendoru Ikemen Idoru. Sympathique mais peut perturber la sensibilité des plus jeunes. C'est pour ça que c'est un drama diffusé vers minuit. Bon, passons à leur nouveau single, Tane, générique de fin de l'animé Tetsuwan Bade Dekodo. Et tout comme le précédent, c'est frais, c'est mignon et c'est tout coloré. Et quelque part, je trouve que ça fait un peu plus cheap que du HP, mais bon, si vous aimez les idols, je pense que vous aimerez aussi, comme moi. Cela faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu le droit au fameux My Boom, le coup de cœur du moment de quelqu'un du staff de No Life. Et ce soir, c'est l'une des responsables du son sur la chaîne qui s'y colle, Mathilde. Mais quel peut bien être son My Boom? Bon mon My Boom à moi, celui du moment, c'est Dandelion de Coca. Alors Dandelion, je sais pas si ça dit Dandelion ou Dandelion, bref. Et j'adore ce clip en fait pour 2 raisons. Déjà parce que Coquia dans ce clip, elle chante avec juste des percussions. Il n'y a aucune instru avec. Et ça, franchement, c'est vraiment magnifique. Juste avec sa voix, elle nous transporte loin, elle nous fait voyager. Vraiment qu'avec sa voix. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et c'est pas du tout donné à toutes les chanteuses. Et c'est là qu'on reconnaît vraiment les chanteuses de talent. Et c'est pour ça que j'adore ce clip. Et voilà, donc on regarde tout de suite Dandelion avec Coquia. Il est temps maintenant de parler des nouveautés qui vont arriver juste après le J-Top samedi prochain. Et nous aurons cette semaine le clip A Million de Tamura Ban, le clip Papillon de Shimatani Hitomi, donc un vieux clip en soi, mais c'était un vrai tube, c'était la reprise de la chanson de Janet Jackson, Doesn't Really Matter. Très beau clip, j'aime bien, et un peu mal vieilli je dirais. Nous aurons évidemment un nouveau HP, là je ne peux pas deviner lequel ce sera, mais voilà, il y en aura un nouveau. Et enfin, Ware Arubeki Basho, le clip de Mook, clip qui date de 2003 et c'est un clip qui se termine dans la boue. C'est moins sexe que Shakira dans la boue, mais voilà, je trouve ça très concept, donc voilà. Ware Arubeki Basho, j'espère que ça fait plaisir aux fans de Mook. Votez pour le J-Top, on se revoit la semaine prochaine, bye bye, comme un ordinateur. Qui voulez-vous retrouver demain dans 100% réel dans la boîte blanche? Davy, le candidat d'aujourd'hui, ou Benoît, le candidat affable? Votez par Minitel Tam Tam ou Tatou en faisant le 10-12. Pour voter pour Davy, faites le 1. Pour voter pour Benoît, le candidat affable, faites le 2. Si Davy est éliminé, il ira en Bretagne. Watch your step, but you don't have to fear. Silver snow